Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Julien, bienvenue sur The First Pitch, le podcast MLB des équipes de The Free Agent. Et oui, la saison vient de se finir, place à la off-season. Les Dodgers viennent à peine de décuver et les Yankees de sécher leurs larmes que nous sommes déjà de retour pour un nouvel épisode, avec aujourd'hui un tout nouveau format qu'on va vous présenter. Ce nouveau format, on s'est inspiré des meilleurs et du fameux conseil de classe de nos amis du podcast N1 des équipes NBA de The Free Agent. Chaque semaine, on va revenir sur une division que nous allons évaluer, ainsi que chaque équipe de cette division. Et cette semaine, on va commencer par l'American League West. Je serai le professeur principal et pour m'accompagner aujourd'hui, on a notre prof d'EPS préféré qui a revêtu son plus beau jogging, c'est Jérémy. Comment vas-tu, Jérémy? Bonjour, bonsoir. Oui, je vais très très bien. Merci Julien pour cette intro de classe scolaire, de fin de scolarité pour nos élèves de la MLB. Donc j'espère qu'on va distribuer des gommettes et des images à certains et d'autres peut-être faire un petit peu tirer les oreilles. On verra Ouais, dans nos appréciations. le bonnet d'âne, le bonnet d'âne. Exactement. Et quoi de mieux pour commencer que la West Coast, la côte gagnante cette année, Ouais, mais pas la bonne division. et pas la Et bonne pas la division. bonne, pas le bon, la bonne conférence. C'est ça, c'est ça. Donc on va commencer donc avec cette LA West et nos points positifs pour la première équipe. Donc on va partir. Vous savez, comme moi, j'ai eu, je sais pas si vous avez eu le même genre de professeur, c'est-à-dire quand il distribuait les copies des tests, d'aller la meilleure note à la moins bonne note. Bon, on va faire ça. On va aller du premier du classement de la division Ouest jusqu'au dernier. Et on va commencer par Houston. Donc Houston, 88 victoires, 73 défaites. Une équipe en baisse de régime. Mauvais départ début de saison. Un sweep à New York d'entrée de jeu. Il a fait très très mal au moral. Puisque en fait, cet élève de Houston n'a pas repris et s'est pas repris en main dès le mois d'avril, puisqu'il remonte à peine 50% de victoire au 8 mai. Donc, ils ont ramé quand même à peu près tout le mois d'avril. Donc, cet élève-là a eu des débuts difficiles. Des bonnes perfs de juin à septembre quand même. Houston s'est bien repris. Il a su qu'il pouvait travailler encore. Mais bon, malgré cela, il arrive quand même premier de la division. Voilà. Se qualifiant pour les wildcards. Ça, par contre, c'est une nouveauté. Et non une place directe en playoff. Donc, l'élève Houston, il ne connaît pas cette place, cette place de leader du coup qui a été enlevée pour eux. Donc finalement, manque de repères, manque pour eux de réussite et ils restent sur une défaite et un sweep chez eux. Fin de saison, fin d'année scolaire cauchemardesque pour Houston, on va dire, pour cette appréciation-là. Néanmoins, je vais vous donner moi les points forts que j'ai pu voir pour cet élève-là de Houston, une équipe résiliente. Donc, je retiens, moi, c'est la résilience de cette équipe dans le négatif qui a été donc le mois d'avril jusqu'au mois de mai. Et puis ensuite, ils sont repris, ils ont eu des victoires qui ont donné de la confiance, du moral aux joueurs. Ça a permis quand même de décrocher ce titre de vainqueur de la division Ouest de l'American League pour aller quand même décrocher une place en wildcard. Voilà pour la résilience quand même de l'équipe, ça, je le tiens à le préciser. Offensivement, solide, toujours solide. 4 joueurs ont une WAR au-dessus de 4. Les noms, vous les connaissez peut-être, Jordan Alvarez, Tucker, Bregman et Jérémy Peña. Plus de 12 joueurs, et ça c'est important pour le souligner pour cette classe de Houston, c'est que 12 joueurs ont une présence sur base supérieure à 30%. Autant vous dire qu'ils ont été très bien formés, ils sont bien repris sur ça. Je mettrai quand même un petit tableau d'honneur en attaque pour Jordan Alvarez, qui lui, dans son équipe, est le leader, donc avec un pourcentage au bâton à 308, donc 30%, 35 home runs cette saison, 86 points produits et un pourcentage sur base de pratiquement 40%. Il est à 39,7, donc .397 pour les puristes des statistiques.
Mon tableau d'honneur pour ça. Mes félicitations quand même pour José Altuve, 185 hits, Jérémy Peña et Alex Bregman. Tu as noté quand même que ce quatuor-là a fait quand même mal et a quand même sauvé bien des matchs. Les encouragements aux receveurs Yannier Diaz et Victor Caratini, quand même qu'on su, malgré tout, et dans la défense comme dans l'attaque, être là présent pour ces joueurs. Un autre point fort de Houston, ça a été le trio de partants efficace et la jeunesse au rendez-vous. Vous prenez Framber Valdez, Hunter Brown et Ronel Blanco. L'année dernière, et il y a 2 saisons, on commence à les voir petit à petit évoluer, prendre leur marque, faire de très bonnes sessions de partants. Et là, cette année, de nouveau, ils refont leur prestation assez solide en soi, et avec une acquisition qui a été la bienvenue, c'est Yusei Kikuchi, qui est venu de Toronto. Donc, il a fait un sacré voyage. Il est parti du froid, il est arrivé dans la chaleur du Texas, et ça a fait énormément de bien à la rotation des partants. Yusei Kikuchi, qui est arrivé, qui a fait, si je ne m'abuse, je crois, 10 matchs au départ. Il a été là, il a été présent, et je pense que Houston, à ce moment-là de la saison, a eu dû bien souffler. Bien sûr, il y a des points négatifs dans ces équipes comme ça, dans ces divisions-là, il y a toujours du négatif, ou alors point à améliorer. Voilà. Je préfère dire point amélioré en tant que professeur. Le départ catastrophe et la fin cauchemardesque. Bah oui, début de saison compliqué avec un sweep contre les Yankees quand même, pour finir par se faire sweep aussi encore en wildcard par Détroit cette fois-ci. C'est quand même une déconvenue pour le mastodonte Houston. Le cas Verlander, qu'est-ce qu'on fait de lui? Blessé 2 mois, pas retenu en playoff. La question se pose. Doit-il être encore sur le monticule en 2025? Et ça, on va le voir avec notre professeur principal peut-être tout à l'heure sur ça. Là, je vois, c'est un gros point amélioré sur ça. Donc, Houston, ça a été quand même une équipe qu'on a vue depuis maintenant 8 saisons, arriver soit en wildcard, soit en championship, pas en wildcard, pardon, excusez-moi, en World Series, soit en championship series. Donc du coup, là maintenant, on était quand même un peu déçus de Houston, même s'ils sont champions de la division Ouest. Pour moi, cet élève-là, il a trébuché cette année, il se reprendra sûrement l'année prochaine. Et quelle Voilà, note tu leur professeur, mets du coup? pour ça. Et tu leur mettrais quelle note pour cette saison? Alors, moi pour Houston, on a mis une notation, vous savez, pour de A à à F. F. Voilà, c'est ça. Moi, pour Houston, cette saison, je leur mettrais quand même une note de C. C, pourquoi? Parce que voilà, on a été trop habitués à les voir haut. Là, ils sont descendus quand même bas. Ouh là là. Ah oui, C Ouais, quand même. c'est. Ils sont quand même premiers. Oh, ok, d'accord, ils sont premiers de la division Ouest, d'accord, ils gagnent, mais ils se font sweep par Détroit chez eux. Donc au Minute Maid. Voilà. C'est pour moi le crash de trop. Voilà. Ok. Moi, pour reprendre sur tes points positifs, avant tout, moi, je noterai aussi dans tes points positifs et la rotation des lanceurs. Encore un jeune lanceur aussi que tu n'as pas mentionné, mais c'est Spencer Haringeti, le rookie qui a quand même fait une très bonne première saison. Et c'est plutôt de bon augure pour la suite, j'ai envie de dire. Dans les points négatifs, moi, ce qui m'a embêté, c'est alors plus dans le management et la gestion, c'est des acquisitions majeures, on va dire, avec des gros contrats. Je parle de Josh Hader, de José Abreu, qui n'ont pas du tout répondu aux attentes. Hader, dans cette défaite face aux Tigers, il n'est pas exempt de tout reproche. Et puis Abreu, c'est la triste histoire parce que on va en revenir après sur nos conclusions, mais c'est un joueur qui a coûté cher et qui n'a pas du tout été présent et dont ils se sont séparés. Ils l'avaient mis en DFA, si ma mémoire est bonne. Je ne sais plus quel mois, mais voilà. Ouais.
Moi, pour moi, écoute, sur la note, je trouve que tu as été sévère. Je serais plus allé sur un B. Un B- Mais bon, alors. ouais, un B-, mais On se met moi, d'accord sur un pour eux, B-? ouais, allez, on se met d'accord sur un B-. Ok, merci. Et l'appréciation, pour moi, c'est que les Astros ont su s'améliorer en fin de saison, mais il faudra un travail plus constant pour viser plus haut l'an prochain, c'est sûr et certain. Et pour l'an prochain, de toute façon, ça va être compliqué pour eux. La off-season va être un peu tendue parce qu'il y a cette masse salariale qui leur laisse peu de place à la manœuvre. C'est-à-dire que là, ils ont la re-signature de Bergman, à gérer, et je pense que ça va être compliqué. D'autant plus qu'il se dit qu'il voudrait le faire passer en seconde base, de ce que j'ai Oui. vu cette semaine. Mais pour aller mettre qui en 3? Et qu'est-ce qu'on fait du petit Altuve? Parce que Altuve, je le veux bien en DH, il y a pas de souci, mais dans Tu ce mets cas-là, Alvarez où alors? Alvarez, on le met où? Voilà. Altuve, on peut pas le mettre, très bon joueur, excellent joueur, à la Tu peux pas le mettre défensif en comme 3. au bâton, mais il est limité physiquement, sa taille va être un peu compliquée. En 3, ça va être compliqué. Le mettre dans l'outfield, je suis pas sûr. Non. Le mettre en 1, pourquoi pas, mais il va lui falloir un grand gant. Des échasses. Ouais, ça va être compliqué. Moi, je Ça va sais être pas cette compliqué. idée, où est venue cette idée de le passer en 2e base. Bref, j'en sais rien. Donc, c'est cette gestion de masse salariale qu'il va falloir, c'est dans nos conseils pour, cette année, là, pour la off-season, c'est gérer au mieux cette masse salariale, hein. Ils ont dans leur effectif, en plus, seulement 2 prospects là qui semblent vraiment MLB ready, avec, un farm system qui est l'un des pires de la MLB, qui est dans les rankings classé, à la 24e place. Donc c'est pas quelque chose qui vont pouvoir capitaliser. De toute façon, c'est bien les farm systems, et les drafts, il faut compter, c'est pas un projet à court terme, mais plutôt à moyen terme. Et puis, ils ont payé un fort tribut, de cette bonne acquisition de Kikuchi, mais le problème, c'est que ça leur a un peu pillé leur farm system. Ouais, les 2 prospects, ce serait Jacob Melton en outfield et Brice Matthews en shortstop. Et puis, comme tu l'as dit, c'est Verlander. Qu'est-ce qu'on fait de Verlander? Est-ce qu'on va compter encore sur lui? Il semblerait que oui, parce que lui a l'air motivé à poursuivre l'aventure dans son club, on va dire. Je pense qu'avec tous les clubs, ce qu'il a fait. Mais il va falloir gérer tous ces cas de signature et de re-signature, et je pense que ça va être compliqué. Donc, voilà, on est bien d'accord sur un B-, et on va pouvoir passer aux Mariners. Alors, l'élève suivant, les Seattle Mariners. 85 victoires, 77 défaites. Une équipe de plus en plus intéressante à suivre. Elle doit poursuivre ses efforts. Un bon début de saison pour eux, mais c'est essoufflé en fin d'année. Comme un soufflé. Voilà. Point fort. Allez, point fort de l'élève Mariners. Un mois de juin et un mois de septembre prolifique. Ils ont très très bien travaillé. Mois de juin à 55% de victoire et un mois de septembre à 61%. Un très bon argument de l'état d'esprit de l'équipe. Ça déjà, c'est très important pour cet élève. Acquisition et mise en pratique. Je vais vous prendre le cas du trade de Randy Arozarena, qui est venu des Rays de Tampa Bay, et Victor Robles des Washington Nationals. Ils sont revenus renforcer le champ extérieur. Et vous mettez tout ça avec la superstar des Mariners, le poteau de Antoine Griezmann, Julio Rodriguez. Mettez ce trio-là derrière en outfield. Franchement, je pense que l'année prochaine, vous le verrez, ils vont encore plus carburer une fois que les automatismes seront là. Ça va être pas mal de les voir jouer, de les voir défendre. Et surtout de les voir frapper. On verra ça. La réception à l'honneur. Je veux bien sûr parler de Cal Raleigh, receveur émérite, top 18 MVP l'an dernier.
Et là, cette année, il reçoit un honneur défensif, le Gold Glove. Leader de la ligue en Et home le run. Platinum Glove. Le Et le Platinum. En plus, encore mieux, c'est encore mieux. Oh là là, on est sur des félicitations plus même. Leader de la ligue en home run pour les receveurs, 34. Il produit 100 points. Voilà. Félicitations platinées pour lui, en tout cas. Moi, c'est un joueur que j'affectionne particulièrement à voir jouer, ne ce soit en défense comme en attaque. C'est du très très lourd, franchement très lourd. On l'avait déjà évoqué, nous, lors de nos précédents podcasts, et là, ce côté pitching est vraiment très encourageant. Prenez 25 ans d'âge de moyenne entre Bryce Miller et Brian Wu. Ils finissent la saison avec un ERA en dessous de 3. Déjà. Les Mariners sont bien gérés les partants. Logan Gilbert, George Kirby. Aussi, je veux toujours appuyer ce joueur-là qui est essentiel à voir. Logan Gilbert, premier de la ligue en whip. Il a 0,89 pour 208 manches lancées et 220 retraits. À cette allure, ça va jouer des coudes dans l'enclos des partants. Ça va être costaud. Donc pour Kirby, pareil, aussi de plus en plus régulier et menant sa barque assez bien. Et son équipe, il est à une WAR à 1,9 et il a fait 20 quality starts sur 33 matchs partant cette année. Voilà pour moi les points forts des Mariners. Les points améliorés. Donc, dans ce bateau des Mariners, il y a eu des creux de vague et un naufrage, malheureusement. Les mois de juillet et août ont été le juge de paix pour eux et la suite de la saison surtout. Ils ont à peine eu 41% de victoire sur le mois de juillet, 46% de victoire sur le mois d'août. Le plus gros regret, je pense pour eux, ils doivent sûrement encore les gants, les battes, même tout ce qu'ils doivent avoir être dans le dugout, c'est qu'ils finissent à un match d'une place en wildcard. Ce qui montre que l'équipe doit se ressaisir pour les grands rendez-vous et être là présent l'année prochaine. On l'a dit, on l'a mis à l'honneur des joueurs de le côté offensif, mais offensivement quand même dans le dur. 22e de la ligue en termes de production de points, à peine 642 RBI. Avant-dernier de la ligue en termes de hits, 1195 hits. L'attaque, elle doit poursuivre ses efforts. Ça, c'est sûr. C'est le maître mot pour l'année prochaine. Le match à un point d'écart, voilà. Sur l'ensemble de la saison, ils ont perdu 28 matchs contre 27 gagnés avec un seul point d'écart. Donc vous prenez les matchs à un point d'écart et ils en ont perdu 28 et gagné 27. Donc ça veut dire que le ratio est négatif. Donc forcément, voilà, comme aux États-Unis, ils adorent ce côté what if. Et ben voilà, si les Mariners avaient renversé la vapeur sur quelques matchs perdus là sur les 28, ben on les aurait vus batailler avec Houston sur ça. Et clairement pour moi, c'est je te coupe, hein, excuse-moi, mais clairement pour moi, c'est je vais en revenir, mais ça c'est des choses qui montrent que l'équipe a pas su saisir ses occasions dans les moments clutch. Est-ce que c'est un manque d'expérience? Parce qu'on va le voir, hein, mais je pense qu'il y a de bonnes raisons d'espérer, mais je sais pas si toi tu as fini tes points négatifs ou tu en Pas as encore, encore? il m'en manque un. Je te laisse, Il m'en manque un sur le pitching. Tu sais très bien qu'on a des jeunes, oui. etc. Mais il y en a un qui me plaît, mais il n'a pas forcément fait une saison pas brillante, mais bon, quand même un lanceur qui a quand même bien lancé quand même cette année. Mais c'est Luis Castillo. Pour eux, pour les Mariners, c'est l'ace. Mais là, il a été en faiblesse cette saison. Ah, clairement. Voilà. Donc il devait mener le trident sur le monticule, tu vois. Et là, il y a eu un coup de moins bien quand même. Il a eu moins de manches lancées que les autres partants. Et il termine avec un whip à 1,17. Donc je sais que les whips, les WAR, etc. pour vous, voilà, c'est des statistiques. Mais en soi, sur des joueurs comme ça, au moment présent, sur une saison qui finit à un match d'une wildcard possible, voilà, on peut mis bout à bout tout ça, s'y fait que on arrive avec des Mariners qui ne sont pas qualifiés, malheureusement. Et je le dis encore, cet élève-là est brillant, mais il doit encore fournir des efforts. Voilà pour moi. Clairement. Et c'est pour ça que je lui mettrai la note, je finis par la notation, pardon. Vas-y. Je vais quand même l'encourager, ce Mariners, quand même. Mais bon, un C, voilà. C'est encore dur, hein. Bon, je reviendrai dessus, mais moi, c'est la moyenne.
on va dire. C'est la moyenne. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, sur les points positifs, je suis totalement d'accord avec toi et je pense que les acquisitions de Rodriguez et Robles, de Rodriguez, Arozarena. Arozarena et Robles, pardon, ça a été vraiment un bon coup. Ils ont perdu, certes, notamment pour Arozarena, parce qu'on connaît les Rays et savent très bien négocier. Mais ça a été. Ouais, mais ils se sont pas fait trop dépouiller. Je vais revenir sur mes conseils, mais ouais, c'est exactement ça. C'est très bien. Et moi, je trouve que dans les points positifs, c'est vraiment cette jeunesse qui est au pouvoir à Seattle. Et je pense que si ça continue comme ça et que la progression continue de manière constante, c'est l'équipe dans ces 3-4 années à venir qui risque de dominer cette AL West, je pense. Côté négatif, c'est moi je pense que surtout c'est tout ce que tu as dit, mais en plus de ça, je remettrais un gros point négatif, c'est le fait qu'ils aient mis un temps fou à changer de manager. Faire venir parce qu'ils étaient dans le mou, ça a duré un moment, presque un mois, je crois. Et il leur a fallu un moment pour changer de manager et de faire venir Dan Wilson. Dan Wilson, c'est ça. Et Dan Wilson, il a fait ce qu'il a pu, mais je pense qu'il était trop tard, malheureusement, quand il est arrivé, parce qu'il termine avec un très bon bilan. 21-13. 21-13. Il arrive à égalité. Il arrive sur un 64 deux fois. 64-64, à 50% de victoire. Ouais. Bon, on se dit, bon, mais ils ont perdu leur avance. C'est à ce moment-là où ils creusent, les Astros creusent, prennent 4,5 ou 5 matchs d'avance sur eux, voire ils ont eu une période à 7, mais ça devenait compliqué. Et ils ont fait 8 victoires sur leurs 10 derniers matchs, mais c'était, je vais pas dire trop peu, trop tard, mais si, c'est ça. Et puis clairement, c'est ce que tu disais, ils ont manqué de. Les derniers matchs, je les ai regardés parce que je m'intéressais à cette course au wildcard qui était hyper intéressante. Et je me rappelle encore plein de matchs où à la fin, ils n'ont pas su être clutch. Ils ont eu des occasions pour revenir à chaque fois. Et on a eu un Julio Rodriguez sur 3 matchs à la suite, je crois, qui se fait sortir sur strikeout. 3 fois de suite, 3 matchs de suite, qui étaient où il n'y avait plus que c'était soit égalisé, soit passer devant parce qu'il y avait quelqu'un sur base. Et ça, pour moi, c'est des erreurs de jeunesse. Ils doivent se montrer clutch là-dessus. Et du coup, j'en viens à mes conseils pour la off-season, c'est d'améliorer cette régularité offensive, de prendre de travailler ça, les ajustements nécessaires pour justement dans ces moments décisifs et importants, savoir que c'est à ce moment-là où il faut taper, et ne pas laisser passer des occasions, continuer à maximiser ce travail qu'ils ont avec les jeunes talents. C'est un farm system qui, même si ils ont perdu certains joueurs dans le trade avec Arozarena, c'est un farm system qui est toujours dans tous les rankings, qui est dans le top 3. Maintenant, pour eux, je pense qu'il ne faut pas céder aux sirènes de la tentation, on va dire, de trader pour un gros joueur qui va leur améliorer quelque chose, parce que à peu près à tous les postes, je pense qu'ils ont un joueur de qualité, mais surtout, ils risquent de se faire piller pour avoir un nom, et ça, ce serait dommage. Soyez patients, parce que finalement, il y a une bonne équipe qui peut faire encore une premier ou deuxième l'année prochaine, largement, je pense. Se qualifier pour les wildcards, c'est dans leur corde. Continuer avec Dan Wilson, je pense que c'est en tout cas, vu ce qu'il a fait, c'est la bonne personne. Ouais. Et ça, c'est plutôt intéressant, je pense. Mais vraiment, continuer à développer ces joueurs. Et s'il y a un renfort à faire, faites-le avec de la free agency. N'allez pas vous faire piller, surtout. C'est mon conseil. N'allez pas vous faire piller. N'allez pas casser tout ce que vous êtes en train de mettre en place. Appuyez-vous sur vous avez des super joueurs en outfield. Vous avez sans doute, à mon avis, le futur meilleur receveur de la ligue, dans la personne de Cal Raleigh. Continuez là-dessus. Il est très jeune. Continuez là-dessus. Et puis surtout,
à l'instar des équipes où ils se grattent la tête pour les partants. Là, je pense qu'on a un pôle de partants où même, bon, allez, Luis Castillo, va falloir qu'il se réveille un petit peu. Mais s'il continue comme ça sur les 5 partants, ils n'auront pas ce problème-là de se dire, bon, ben, on va prendre qui en free agent ou on va donner qui cette saison. Ils sont jeunes, ils sont encore sur des contrats rookies. Et ils sont pas Donc, chers. ils sont pas chers. Donc, il faut capitaliser ce que je dis sur ces 4-5 années qui arrivent. Il faut capitaliser ce potentiel. Et surtout, derrière, dans leur farm system, ils ont encore quelques lanceurs qui sont très bien classés. Donc, pour moi, pour finir, moi, je leur mettrais C+. Oui. Parce que je pense qu'il Pour les y a vraiment encourager, c'est plus, ouais, très de bien. belles perspectives d'avenir. Par contre, c'est bien de commencer l'année. Moi, c'est mon appréciation que je mettrais sur ce bulletin des Mariners. Vous avez très bien commencé l'année de manière très encourageante, mais ne pas oublier que c'est un marathon, une saison, et qu'il ne faut pas perdre en concentration, surtout dans les moments décisifs. Ressaisissez-vous, de bonnes choses vous attendent pour le futur. Et je pense qu'on peut maintenant passer au champion 2023. L'élève Texas Ranger, Walker. Non, je rigole, bien sûr. Texas Ranger. Quand je vais vous dire la victoire-défaite, vous allez vous dire, mais non, il se trompe d'année. Ben si, 2024, 78 victoires pour 84 défaites. Du négatif. Oh, incroyable. Cet élève pourtant qui a reçu les honneurs platinés même en 2023 avec cette victoire et une première en World Series. On espérait voir de nouveau être surpris par cette équipe et son entraîneur emblématique, Bruce Bochy. Beaucoup trop juste tout au long de la saison. Et ce l'aspect à la fin, c'est sûr, le champion est à terre. Le champion est à terre. Pourtant, un bon noyau subsiste quand même dans cette équipe, laissant place à l'espoir d'un renouveau. Je dis bien à l'espoir d'un renouveau. Voilà pour ces Texas Rangers. Allez, les points forts. Les points forts pour cet élève du Texas. L'équipe gagnante des World Series, donc toujours là. Il n'y a pas eu de pillage, il n'y a pas eu de départ impromptu, etc. pour la suite. Le quatuor, Adolis Garcia, Marcus Semien, Nathaniel Lowy et Corey Seager, des joueurs d'expérience qui ont toujours été bons en attaque. Et Garcia, leader de son équipe en points produits avec 85 unités. Une équipe qui, au pied du mur, quand même, se pose des questions et se réveille. Il y a 42 matchs, en fait, où il y a des statistiques qui sont sympas à prendre avec eux. C'est 42 matchs où ils reviennent au score, puis gagnent. Donc 42 matchs sur 162, ça en fait quand même. Voilà. Ça, quand même, ils ont su se donner le coup de pied là où il faut, au bon moment. Ou alors c'est Bruce qui leur a donné. Voilà. Et là, pour... excuse-moi de te couper, mais Oui, non, c'est c'est vous le exactement ce qu'on professeur. vient... C'est exactement ce qu'on vient de voir avec les Mariners. On a là toute la différence entre une équipe très jeune et une équipe Expérimenté. expérimentée qui sait mettre à profit les moments clutch. Après, Excusez-moi, je vous laisse poursuivre. il n'y a pas de mal, cher professeur principal. C'est pas parce qu'on est expérimenté qu'on a forcément 46 ans ou 50 ans. On peut arriver en MLB à 20 ans et avoir 10 ans d'expérience à 30 ans. Ça, voilà, il n'y a pas de problème pour ça. Un partant, un releveur et un closer qui sortent du lot. Vous voyez de qui je veux parler? Nathan Eovaldi, le partant, David Robertson, au releveur, et Kirby Yates à la conclusion. Ça a été mes points forts pour ça. Encouragement à la jeunesse. Je vais revenir, je pense, sur lui, Julien, avec Cody Bradford, 26 ans, et qui se développe de jour en jour. C'est vraiment bon pour la suite pour lui. Et je pense que Bruce Bochy, s'il continue à entraîner l'année prochaine, il faut qu'il ne perde pas ce joueur de l'œil, surtout. Allez, les points négatifs. Malheureusement, il va y en avoir quand même avec le champion qui est à terre. Bel pitching à revoir. 24e de la Ligue en ERA, 4,35 en ERA pour un champion en titre. Mon Dieu, ce fut dur. Des aces blessés. Alors, ok, on est au courant. Jacob deGrom, Max Scherzer. Ouais. C'était prévu, mais bon, deux d'un coup, quand même, ça vous flingue une saison, cher professeur, je pense. Je suis d'accord. Et puis... des mois à oublier. Il y a des mois quand même à oublier. Mois de mai, mois de juin et mois d'août. 3 mois. 3 mois en dessous des 50% de victoire. Pour un champion, ça la fout très très mal.
Ils ont vraiment eu une baisse de régime, hein, vraiment trop. Trop de pression? Pourquoi trop de pression à mon avis? Ça a été le point négatif. Je pense qu'ils ont pris la pression. Vainqueur des World Series, donc égal cible à abattre. Ok. L'effet Bruce Bocci dans le déclin? Oui, alors Bocci dans le déclin, on va dire, ou pas? Un All-Star Game chez eux. Donc en fait, je pense qu'ils ont eu une envie de vouloir trop bien faire, peut-être. Bizarrement, en juillet, le pourcentage des victoires a augmenté, 56%. Voilà. Donc est-ce qu'ils ont voulu trop bien faire cette saison? Sûrement, hein. Ou alors, une équipe qui s'est beaucoup, beaucoup reposée sur ses lauriers de l'année dernière. Et je tiens aussi, j'aime bien suivre les séries un peu spéciales. Et vous savez qu'au Texas, il y a une série qui s'appelle les Lone Star Series, donc contre Houston. Et dans ce duel, cette année, les Rangers, ils ont perdu 7 matchs contre 6 gagnés. Voilà encore un point négatif à rajouter pour l'élève Texas Rangers. La Ouais, parole est ouais. à vous, cher professeur. Ce n'est plus l'étoile au-dessus du Texas. Ben moi, je suis assez d'accord avec toi. Dans les points positifs, ce que je voudrais rajouter, moi, c'est le premier choix de draft 2022, Kumar Rocker, qui est revenu de sa Tommy Jones et qui a plutôt montré de bonnes choses. Après, comme tu dis, on va pas revenir sur les gros noms blessés, mais est-ce qu'on peut encore espérer Jacob deGrom de le voir revenir? Oui, ce serait bien pour le baseball, je pense. Mark Schwarzer, c'est pareil, on aimerait. Maintenant, qu'est-ce que ça va donner? Je crois Tu sais qu'on peut les mettre dans le même wagon avec Verlander, avec ces joueurs-là qui veulent, on les sent qu'ils veulent faire un baroud d'honneur, mais qu'en fait, physiquement, ils sont. qu'ils sont Bah, flingués. c'est flingué. Quand il faut raccrocher, il faut raccrocher, quoi. Ouais, je pense qu'ils ont l'impression de vouloir dire mon esprit peut le faire, mais mon corps, malheureusement, il dit non. Beh, Enfin, bon. mais tu vois, aussi bien pour Verlander, je me dis qu'il y a une possibilité. Hmm. C'est celui qui me laisse c'est vraiment du ressenti et c'est, purement, subjectif, hein, qui me donne le plus, d'espoir. Heu, DeGrom, je me pose de grosses questions, mais qu'est-ce que j'aimerais le revoir lancer, vraiment. Mark Schwarzer, il va relancer, mais c'est un gros contrat qu'il faut gérer et cetera. C'est quand même beaucoup à voir. Après, Cody Bradford, je suis 100 d'accord avec toi. Le noyau, il est solide, il est là. Moi, je j'ai rien à dire là-dessus. Dans les points faibles, bah, moi, c'est le poste de receveur qui me gêne Ouais. et il faut se renforcer là et là, ça va être compliqué parce que si vous avez lu nos articles sur la free agency, au poste de catcher, il y a pas grand-chose. Il y a pas grand-chose de disponible dans en free agent et ça veut dire qu'il faudrait passer par, un trade. Là, bonjour le casse-tête, mais ça va être compliqué. Moi, mes Pourtant, Jonah Heim, tu vois, excuse-moi, hein, la saison dernière, il a été quand même clutch quelques fois. Donc, est-ce qu'on peut se dire que là, ah, mais à la défensive, ça va pas. hmm, ouais. Moi, je t'ai pas demandé ta note ou Tu vas me trouver sévère encore une fois avec eux. Mais bon, pour un vainqueur des World Series qui se casse la figure cette saison et qui sont même pas qualifiés, ne serait-ce que pour la post-season, pour moi, c'est encore la lettre C, voire même D, hein. ouais, un C-. Allez, Un un C-, C-. allez, un C-. Accordons-nous sur un C-. C-, pourquoi? Parce qu'allez, on a deux All-Stars dans l'équipe cette année. On a Marcus Semien et Corey Seager. Voilà. Ouais, mais c'est aussi parce que c'est à la maison ça. Non mais faut pas Oui, se voiler la face. Hem, voilà. moi pour le set off season, je vais revenir là-dessus, mais c'est en effet, c'est trouver vraiment un catcheur qui soit mieux et je reviens sur ce que je disais, mais en signature, ça va être compliqué parce que je crois qu'il y a Danny Jansen qui est vraiment, pas trop mal, le fameux seul joueur de la MLB MLB qui qui a a joué qui a joué, avec deux équipes sur un seul match. 2 équipes sur un seul match. C'est Tu vois? cocasse comme Ouais, situation. mais pour moi, aujourd'hui, c'est peut-être le seul, celui qui peut donner le mieux en défense. Après, le reste, il y a Barnes, chez les Dodgers
qui est expérimenté, mais est-ce que ça vaut le coup d'aller là-dessus? Et sinon, il y a Jacob Stallings des Rockies, qui est pas très cher, c'est pas un très gros contrat. Barnes, je sais pas si ça vaut le coup. Stallings, ça peut se tenter parce que il a un OBP qui est quand même proche qui a 353 cette année. Pas mal. Très C'est bien. pas mal. Mm. C'est plutôt solide et c'est pas un gros contrat. Ça peut être intéressant, mais à mon avis, il va falloir vite se mettre dessus parce que le marché au niveau des catcheurs en free agent, je crois qu'ils sont vraiment pas beaucoup. Donc voilà, après, à voir. Ouais. C'est de continuer à développer ces lanceurs, surtout parce que voilà, c'est ce que tu l'as dit, c'est est-ce qu'on compte sur DeGrom, Schwarzer, c'est quoi l'avenir pour eux? Est-ce qu'on les garde en espérant que, sachant que dans leur farm system, ils ont 2 lanceurs qui sont dans le top 100, je crois, et leur farm system est classé dans les classements, dans les rankings, il est 10e. Pour une équipe qui était championne il y a 1 an encore, c'est plutôt de bon augure tout ça. Ça laisse place à de bonnes choses. Et puis Bruce Bochy, allez, l'année prochaine, qui dit est-ce qu'on croit à cet effet Bruce Bochy qui gagne une année sur 2, ce qu'il avait fait avec les Giants? Je peux y croire. L'effectif n'a pas beaucoup bougé. Non, mais l'effectif n'a pas beaucoup bougé, c'est bien. C'est possible. Mais par contre, il ne faut pas penser qu'il suffira d'être à côté de Bruce Bochy dans le dugout pour que ça gagne. Il faudra se remuer parce que, et là, j'en viens à mon appréciation pour cet élève Rangers, c'est que le niveau de travail, il a été insuffisant cette année par rapport aux capacités que... Il s'est reposé sur ses lauriers. Exactement. Et puis surtout, au bout d'un moment, quand on gagne un match, il faut arrêter de faire la fête. Hein, il faut aller au travail. Bah ouais, ça arrive vite. On ne se remet pas au travail arrivé au mois d'avril. On se remet au travail, arrivé au mois d'avril, tout de suite, on ne commence pas à se remettre au travail, arrivé en juillet, août, parce que là, il est trop tard. Il est trop tard. Et puis surtout, c'est cette inconstance, moi, que j'ai vue. C'est inconstant, ça a été inconstant. Aucune fois, ils ont réussi à faire une série de plus de 4 victoires de suite. Ça a été 4 victoires, 3 défaites, 2 défaites, 3 victoires. Bref, on ne peut pas construire une saison et surtout se mettre, j'ai envie de dire, dans de bonnes dispositions pour être un prétendant aux playoffs. Et ça, c'est pas possible. Donc attention les Rangers, vraiment, c'est un travail insuffisant et il va falloir se reprendre très vite. Et cette année 2025, en avril, je veux vous voir au top tout de suite. Voilà, ça c'est pour moi. Et ma note, je l'ai dit, c'est moins. C'est moins. Voilà. Tout à fait. Allez, on descend plus dans les profondeurs de la notation. Mais avec un élève quand même. Ah là, on va attaquer deux cas. Depuis quelques années. Voilà. Vas-y. Là, on va attaquer 2 sacrés cas. Là. Deux sacrés cas. Mais il y a un cas quand même qui n'est pas forcément désespéré. Vous voyez, il y a ce genre d'élève où, lui, c'est fini, on va le laisser au fond de la classe, d'accord. Mais on va dire qu'il y en a un pour qui c'est le milieu, c'est le contexte environnemental. Celui qu'on a envie de chuchoter, de le prendre dans ses bras pour le cajoler, pour lui dire mais c'est pas grave, tu vas y arriver la prochaine fois. C'est ça, on sait que l'environnement n'est pas favorable pour cet enfant. C'est ça. Il faut pousser. Par contre, l'autre, je pense qu'on ne peut plus rien faire. C'est un environnement favorable, mais... Pour une première, il n'y a plus de nom de ville. C'est fini. Ils ont demandé à ce que leur nom de franchise ne soit plus associé au nom de ville. Et c'est les Athletics. Tout court. Voilà. 69 victoires, 93 défaites. Voilà. Bon. Cette équipe, quand même, montre des signes encourageants pour la saison prochaine. Elle persévère dans ses efforts sans pour autant abandonner. C'est ça que j'aime avec l'élève athlétique. Une équipe motivée, quand même, malgré le fait que dans leur salle, il n'y ait que 4000 personnes, voire 1000 personnes, voire pas du tout de personnes. D'accord ? Avec des banderoles de supporters mécontents pour la direction. Ils ont joué dans des conditions épouvantables, mais ils ont su rester soudés et motivés. Et qui a le potentiel, quand même, les Athlétiques, pour faire plaisir aux amoureux de la franchise.
Ça a été une année très dure. Une équipe vraiment au grand cœur et à la fanbase déchirée par ce déménagement. C'est vrai que c'est un mauvais élève depuis plusieurs saisons, mais cette année, ça s'accroche. Ça montre quand même du positif pour l'avenir, même si quand même il y a du négatif, hein, ça je ne vais pas vous le cacher. Le groupe vit quand même plutôt bien. Allez, il y a du positif, je vais vous le dire. En attaque, avec le receveur Shea Langeliers, deuxième de la ligue en home run, 29, producteur de points aussi, pas mal, hein, 80 points. Un receveur talentueux, voilà. Eux, il faut qu'ils le gardent. Ensuite, nous avons le DH, Brain Rooker. Il sort du lot, car il est leader incontesté de son équipe. Bon, ouais, en même temps, des athlétiques. Hein. 29% de pourcentage au bâton, 39 home run, 112 points produits, un pourcentage sur base de 36,5% et 160 hits. Et ne sera que free agent en 2028. Oui, c'est positif ça. Mais bon, le côté positif, c'est qui dit déménagement, dit forcément un nouveau départ. En free agency, on n'a que des releveurs de plus de 30 ans. Donc le moment peut-être de se faire renforcer avec une payroll assez intéressante. Et ils ont du, alors pour reprendre une expression d'une publicité, voilà, ils ont du très bon, pas très cher, de quoi construire un avenir. Voilà, cet élève athlétique peut se construire un avenir radieux, je le pense. Côté pitching, une base claire quand même en partant et en closer avec JP Sears en starting pitcher, qui a été le plus influent cette saison avec une WAR à 2.2. Et au closing avec Mason Miller, qui est venu plus d'une fois sauver les Athlétiques avec 28 sauvetages et un ERA à 2.49 et un whip, j'ai oublié le whip, à 0.88 quand même. C'est quand même très bien. Le point négatif, l'infield, hein, toujours trop juste, avec eux. La première base, ok. Le shortstop, dur. Et le troisième base. Là, déjà, c'est des postes clés. Donc, si on n'est pas bon dans ces postes clés, on ne peut pas être bon sur un match ou même sur l'ensemble de la saison. Sur le plan offensif et défensif, c'est à revoir. Malgré un atout, ils ont quand même un switch hitter dans l'équipe, quand même, Abraham Toro, mais bon, pas forcément bon dans tous les jours de match. Et pareil, hein, le pitching, toujours beaucoup trop juste, pas de profondeur dans la relève, ni dans les partants. Le monticule ne peut pas être tenu par un seul joueur. Voilà, l'élève athlétique a des très bons éléments individuels, certes uniques, mais voilà, dans un pôle de partants, il faut qu'il y en ait 5, voire 3 bons, allez, ok. Et puis le reste, il faut que ça suive aussi. Voilà pour cet élève quand même qui a un grand cœur, quand même, les athlétiques. Voilà, moi, ce que je peux dire, cher professeur principal, sur cet élève. Et quelle note? Moi, je veux les encourager. Ouais. Moi, je veux les encourager. Je veux un C+, moi. Un C+. Ouais. J'aime bien. Je pense que c'est un peu élevé, mais je garderai. C'est élevé, mais tu vois, quand tu regardais la dernière fois ensemble, je t'ai envoyé un message sur la payroll des athlétiques. Tu dis, Ouais. ils ont du très bon, mais pas très cher. Ils peuvent construire sur les années où ils vont déménager. Peut-être à un moment donné où ils vont arriver quand leur stade va être construit. Ils vont se dire, ouais, ça y est, on monte en flèche. Regardez, on arrive, on a une équipe solide, on joue les playoffs, même dans un stade, parce qu'ils vont pas jouer à Auckland, ils vont jouer dans un autre stade en Californie. Ils vont se dire, regardez, on arrive à avoir une équipe talentueuse qui arrive à se hisser quand même dans le classement. On joue dans un stade qui n'est pas le nôtre, et là, on va arriver chez nous, dans un nouveau stade, nouvel environnement, et regardez, on est là, on est prêt. Voilà ce que j'essaye de voir à long terme, pour moyen terme et long terme pour eux. Quasiment, tu voles ce que j'allais dire. Oh je suis d'accord avec toi sur les points positifs et les points négatifs. J'ai vraiment rien à ajouter. Moi, je suis d'accord avec ta note parce que c'est encourageant et il faut y penser. Et moi, je pense que pour mes conseils, outre le fait de peut-être aller chercher un troisième base qui soit un peu plus expérimenté et en effet, comme tu l'as dit, renforcer le pitching, mais sans faire du trop cher. On va dire que ouais, non, mais après, c'est plus ce que tu dis. De toute façon, ça va être, vu ce qui se configure pour eux, ça va être plus de la relève surtout. Et aller s'appuyer sur sa relève et garder ces jeunes lanceurs à dispo. Y aller
Moi, c'est vraiment ça. C'est ce que je leur conseille, c'est de profiter de cette année, voire peut-être ce qui se trame plutôt, c'est que ce serait plutôt 2 années à Sacramento, de profiter de ça, comme tu l'as dit, pour se construire une équipe, pour arriver, dans ce nouveau stade à Vegas, Il faut que ça soit le tremplin. Sacramento, il faut que ce soit le tremplin de leur ascension. Il faut profiter de ça. De toute façon, les fans, ils seront pas là. Ils vont pas avoir cette pression, à mon avis, des fans qui vont leur tomber dessus parce que le niveau va pas, et cetera. Profitez de ce temps-là. Ils vont être complètement sous les radars. Ils vont pouvoir bosser tranquille, peu importe les résultats qu'ils vont avoir. De toute façon, je pense que s'ils continuent comme ça, s'ils gardent des joueurs comme Rooker et comme tu l'as dit, avec un OPS à 927, c'est parmi les meilleurs de la ligue, carrément. C'est juste en dessous des Judge, Soto et Ohtani, quoi. Donc c'est du top dans cette ligue. C'est continuer là-dessus. Et puis surtout, ils ont un farm system qui est dans les rankings classé 7e, avec, tu l'as dit tout à l'heure, leur point faible, la première base. Mais il y a un première base qui est dans le top 100 et, si je ne dis pas de bêtises, dans le top 50 des prospects, en la personne de Kirk Kurtz. Bon, par contre, son nom, ça va être sympa. Mais ils ont encore un shortstop derrière qui arrive, Jacob Wilson. Et il me semble un lanceur droitier qui est aussi encore dans le top 100 des joueurs, des prospects. L'avenir est là. Ne précipitez pas, messieurs les Oakland, qu'est-ce que j'ai dit, messieurs les Athletics, pardon, excusez-moi, messieurs les Athletics, ne vous précipitez pas. L'équipe, moi, mon appréciation, c'est que vous avez montré de la persévérance malgré des résultats modestes. Et c'est un signe positif, tout ça. Et il faut continuer à cultiver tout ça et à grandir et à profiter de ces 2 années qui vont être de transition pour vous préparer à de grandes choses. Et ce c'est plus, je reviens dessus, mais finalement, en y pensant, il est justifié parce qu'on l'a dit tout à l'heure avec les Mariners. Et je pense que les Athletics, on a 2 équipes du Texas qui sont, on va dire, plutôt sur la fin. Ne cherchons pas. On a 2 équipes expérimentées qui ne vont pas durer au top tout le temps. Moi, je pense que le futur de cette division, messieurs, elle vous appartient, messieurs les Athletics et messieurs les Mariners. Et j'espère qu'on aura de très beaux duels dans cette division à Las Vegas et à Seattle dans les années à venir. Pas pour tout de suite, mais je pense qu'elles seront prêtes à ce moment-là. Donc voilà pour moi, pour ces Athletics. Et nous arrivons au dernier de la classe. Ah là là. Des derniers. Il en manque un. C'est les Angels de Los Angeles. 63 victoires pour 99 défaites. 99 défaites. Bon dernier de la classe. Dissipe trop ses camarades de division. D'accord ? Une année à oublier pour les Angels qui ont vu la superstar Ohtani partir vers le voisin de Long Beach de Dodgers. Voilà. Et le deuxième coup de massue, la blessure de Trout et de Rendon qui plombe encore plus l'équipe. Le sentiment de naufrage s'empare d'Anaheim. Difficile de remonter la pente et cela depuis plusieurs années. Les Angels, qu'est-ce que vous nous faites ? Vous êtes perdus. Vous ne voulez plus vous battre, vous ne voulez plus réviser, vous ne voulez plus travailler. Ça se voit dans vos copies de toute façon. D'accord ? Mais c'est des élèves dissipés, ils font n'importe quoi. S'ils pouvaient redoubler, moi je les ferais redoubler, mais malheureusement, ils suivent. Mais non, il faut que ça suive. C'est parce que les parents payent à la fin de l'année, mais sinon, ça redoublerait, ça irait en minor league. Bon, vous savez, avec Harry Potter, Serpentard, on a quand même un élève qui est bien, c'est le shortstop Zach Neto, jeune joueur de 23 ans qui a tenu le rang, et de quelle manière ? Producteur de points de son équipe avec 77 points produits. Second home run avec 23 home runs. Et le plus important, c'est l'argent, messieurs. 800 000 $ en salaire. Pas mal pour le portefeuille des Angels. Il a tenu un... gaspille pas. Oui, c'est sûr. Lanceur partant, jeune aussi. José Soriano, 25 ans, 22 départs, 97 retraits. Il a été clairement le meilleur lanceur partant des Angels et devant Red Detmers.
Detmers, pour rappel, il a fait très forte sensation déjà il y a 2 saisons, même la saison dernière, où il avait fait, je crois, si je ne m'abuse, un no-hitter. Et il continue Ouais. du fait. Il a fait des no-hitters. Voilà, devant lui encore. Donc la jeunesse, encore une fois. Mais l'équipe ne peut pas être tenue que par 2 joueurs, hein, donc c'est compliqué. Les points négatifs, blessure à répétition qui fragilise l'équipe. Mike Trout, qu'est-ce qu'on va faire de lui? Qu'est-ce qu'on va faire de lui? J'ai l'impression que dans cette classe, il n'y a pas un staff qui est digne de dire, ou staff médical, ou même le staff du batting, voilà, il faut qu'on préserve ces joueurs qui valent des millions. Voilà, non, on continue à le casser en deux, voilà, comme d'habitude, quoi. Voilà. La perte d'Ohtani, alors là, je pense que ça a été, voilà, c'est bon. On a perdu notre seule vision des Angels. Voilà, tout le monde connaissait les Los Angeles Angels avec Ohtani. Là, du coup, fini, à part Trout maintenant. Ça ne les arrange pas. 5 mois dans la saison, dans le négatif en termes de victoire. Voilà, donc pratiquement toute la saison, vous l'aurez compris. Et la barre fatidique, je l'ai vu arriver de loin. Les 100 défaites pratiquement atteintes. On a 99 défaites. Pour moi, c'est beaucoup trop. Cet élève-là n'est pas forcément irrécupérable. Mais il a été trop dernier dans les années. Malgré quand même qu'ils aient eu une superstar les saisons d'avant. Mais ça ne fait pas tout. Donc là, forcément, cet élève doit obligatoirement se ressaisir pour pouvoir, je ne vais pas dire taper la post-season, mais au moins batailler avec quelques équipes. Mais bon, on sait très bien qu'il y aura forcément un dernier dans la division Ouest. Voilà. Et c'est pour ça que je mettrai la note très sévère de E. Oh, on a dit qu'on allait jusque F. F alors. Hein. Allez, hein. F-. Non, F, c'est déjà pas mal. F comme faible. Ouais, F comme faible. Écoutez, je peux être que malheureusement d'accord avec vous sur tout ça. Les points positifs, ils n'ont pas été durs à aller chercher, hein. Les points négatifs, en fait, il y en avait tellement qu'il fallait se concentrer sur certains. Moi, c'est pour l'avenir, je m'inquiète beaucoup parce qu'on a un farm system qui est classé 21 avec 2 joueurs qui potentiellement peuvent faire quelque chose. Christian Moore en seconde base et Kaden Dana qu'on a vu lancer, qui a fait ses débuts en major. Et dans toute cette tristesse, c'était dur. Les vacances ont à peine commencé qu'on a déjà vu l'élève Angels faire n'importe quoi. Faire venir. C'est l'élève du Cobu en fait. Hein. Ouais. Faire venir Jorge Soler en tant que DH et outfield, pourquoi pas? C'est un joueur d'expérience. C'est un joueur qui est MVP des World Series. C'est un très bon. Je pense qu'en DH, c'est un bon DH. Il fait le taf parce qu'il a un OBP, un OBP qui est très correct, au-dessus des 350. Oui, très bien. Un peu plus même, mais il n'y a pas une moyenne au bâton phénoménale, mais ceci dit, il a quand même un bon OBP. Allez, soyons francs. Que disait Billy Bean? Quel en base. Voilà. Mais tout ça, on en parle. Hein. Leur dernière post-season, c'est 2014. Depuis ce temps-là, ils traînent dans les bas-fonds de la AL West. C'est l'élève qu'on retrouve à chaque année au fond, à côté du radiateur. Sans pour autant se réchauffer. À rêvasser, à regarder par la fenêtre, un festival de mauvaises décisions, parce que des premiers choix de draft, en tout cas des choix bien placés, je ne peux pas dire qu'ils ne en ont pas eu, mais à chaque fois, c'est un festival, c'est du n'importe quoi. On se rappellera cette année, je pense, 2020, où sur 20 choix, ils ont pris 20 lanceurs. De tout ça, il n'en reste rien. Des signatures incompréhensibles. Tu peux me dire combien il y en a sous contrat, le lanceur? 36 lanceurs sous contrat. La moyenne en MLB est de 21. Ah,
Alors, il y en a qui ont fait plus, il y en a qui ont fait moins, mais eux, ça fait quand même 3 saisons qu'ils se trimballent une trentaine de 30 plus de 35 lanceurs sous contrat. Et là-dedans, il y a aucun qui sort son épingle du jeu. Il y en avait un, Canning, qui sont allés d'ailleurs trader contre Jorge Soler, qui était pas mauvais. Derrière ça, ils signent Hendricks. Derrière, je ne sais pas si c'est ce qu'ils avaient besoin dans dans tous ces lanceurs. Je pense qu'ils avaient largement de quoi compléter, en tout cas faire ce que va leur apporter Hendricks, clairement. Derrière ça, c'est Trout. Moi, c'est ça ma question, c'est Trout. Qu'est-ce qu'on en fait? Il a parlé en fin de saison de se dire que peut-être finalement DH, il est revenu sur ses propos, et je pense que c'est sans doute, le joueur est intelligent, mais je pense que derrière lui, ses dirigeants sont loin de l'être aussi intelligents que lui, parce que lui s'est dit pourquoi pas faire DH, on fait venir un DH. Ok, on comprend pas. Moi, je pense que clairement, si on veut limiter les blessures, etc., il pensait passer sur des corners, donc première base ou troisième. Mais ouais, mais pour moi, ce serait un excellent troisième base. On en parlait l'autre jour, cher professeur, en pause café, effectivement. Exactement. Et je pense que Mac Trout, ce serait un troisième base excellent et sans doute le meilleur de la ligue, et peut-être même l'un des meilleurs qu'on pourrait avoir à ce poste. Ne serait-ce que pour sa précision et pour son bras. C'est tout ce qu'on demande. Ça, et puis son bâton. Son bâton, oui, mais moi en défense, il faut quelqu'un, il faut de la défense. Mais en défense, ce serait le top, parce que des gros bâtons en troisième base, mes petits chouchous de Cleveland en ont un. Mais voilà, bon, c'est les favoris. Bon, bref. Il faut que j'aille voir dans la cour de récréation. Là, d'ailleurs, ils sont en train de se faire un peu charrier par les autres. Appelle le petit José quand même. Il est en train de se battre. Oui, avec un certain Tim. Bon. Non, pour revenir à ça, Mac Trout, clairement, il va falloir trouver une position et le mettre dessus. Alors oui, troisième base, c'est bien, mais tu vas me dire, Anthony Rendon, on en fait quoi? Anthony Rendon, on en fait quoi? On s'en débarrasse. Au bout d'un moment, il faut arrêter. Il n'a pas fait grand-chose. Il n'apporte pas ce qu'il doit apporter. C'est un gros contrat. Oui. C'est même un des plus gros contrats des Angels, au-dessous de Mike Trout. Mais ce serait une fin un peu triste, parce que moi, ça va me rappeler un petit peu Albert Puyol. Ce serait dommage de faire ça, parce que je trouve qu'Albert Puyol n'a pas eu la fin qu'il méritait, parce que c'est l'un des meilleurs joueurs qu'on ait pu voir, et ça m'embête ce qui s'est passé avec... voilà, mais c'est le problème des Angels. Et aujourd'hui, les Angels, qu'est-ce qu'ils vont faire venir? Surtout, qui va vouloir venir? Parce que c'est une équipe qui semble avoir abandonné depuis des années. Il y a un potentiel monstre, c'est-à-dire que le stade, il est très bien. Ils ont une fanbase qui est plutôt correcte. Ils ont un emplacement, un marché qui est au top. Certes, il y a la concurrence avec les Dodgers. Il y a tout, il y a de l'argent. Mais c'est un festival de mauvaises décisions. C'est un festival de je fais n'importe quoi. Je sais pas la peine de se mettre au fond de la classe et faire le con toute l'année. Au bout d'un moment, il faut se ressaisir, parce que quand on a tout ce potentiel-là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est pas quand on va arriver et que tout le monde nous sera passé devant qu'il va falloir se réveiller et se dire peut-être que si ça continue comme ça. Moi, je fais un parallèle, et c'est peut-être le syndrome de Los Angeles. C'est qu'à Los Angeles, c'est toujours pareil. Il y a deux équipes, une très bonne et une autre qui galère et qui n'y arriveront, on a l'impression, jamais. Lakers, super. Clippers, j'ai l'impression qu'ils n'y arriveront jamais. Kings, super. Mighty Ducks, super pour la vente de maillots. Pour le reste, j'en sais rien. Je sais pas. Et c'est le syndrome de Los Angeles, j'ai l'impression. C'est qu'il y a une super bonne équipe, et puis l'autre, derrière, il fait le con. Tu vois, deux frères. Donc j'en ai un. Mon grand frère, il va me défendre. Non, au bout d'un moment, réveille-toi, fais-toi un nom. Il y a tout. Je trouve que le maillot est super, le logo est super, il y a tout pour vendre. Et aujourd'hui, ils font que n'importe quoi. Et mon conseil, c'est changer de GM. Vous l'avez signé cette année, mais changez-le, virez-le, faites quelque chose. Je ne peux pas, j'en ai marre. Voilà, je suis très déçu de cet élève. Et le F-, pour moi, c'est F-.
Ah Même oui, d'accord. Vous êtes dur, cher professeur. Ouais, il y a pire qu'eux, mais heureusement que cette année, il y a eu pire qu'eux dans nos classes. On le verra plus tard, mais heureusement qu'il y a eu pire qu'eux. Mais Oui. sinon, s'il n'y avait pas eu ça, je pense que c'était eux les bons derniers. Mm. Voilà, je suis très déçu de cette ces Angels. Je viens rajouter sur ma petite histoire des séries, on a la Highway Series. Et ben, cette année, c'est 2-2, 2 matchs perdus, 2 matchs gagnés contre les Dodgers. Voilà. Wouhou! Non, Contre le on peut champion. on peut Je se vois. satisfaire de tout ce qu'on veut, hein, ouais. Exactement. Voilà pour tous ces Moi, élèves. qu'est-ce Ouais, tous ces élèves et du coup, moi, on va passer à l'appréciation globale de la division et moi, pour cette division, je dirais qu'il y a un manque de régularité et d'effort collectif. Ça a Oui. été, la ligue, enfin la division, American League West, elle a été marquée par une inconstance générale. Ça a limité, les équipes, surtout celles avec des potentiels élevés. Je repense aux Rangers qui n'ont pas réussi, les Astros qui sont passés ric-rac. Attention, il y a des petits jeunes dans cette classe qui poussent et si on ne se reprend pas vite et ben, l'avenir leur appartient. Et puis pour les Angels, on l'a dit, tout a été dit, on va pas revenir dessus, mais voilà. Mon appréciation globale, c'est un manque de régularité et d'effort collectif et il faut se ressaisir parce que je pense qu'il y a de très bonnes choses, mis à part notre cancre Angels, je pense qu'il y a de très bonnes choses à faire et que les Astros et les Rangers vont devoir, penser à se Redoubler d'efforts. redoubler d'efforts pour l'année prochaine et pour les saisons suivantes à penser à, se reconstruire tout doucement parce qu'il va falloir aller chercher nos amis, Mariners et Athletics qui ont un très bel avenir, je pense, devant eux, s'ils poursuivent leurs efforts. Voilà pour moi et pour cette, AL West. Ben, c'est parfait, cher professeur principal. Je n'ai rien à ajouter cette Dans ce division. cas-là, je ne sais pas si tu es d'accord, on va refermer notre bulletin. Oui, le délégué de classe est même parti, donc on peut partir aussi. Hein. Ouais, et je pense qu'on va partir aussi, on va fermer cette classe et on se retrouve, très vite pour, la prochaine division que nous allons évaluer. J'espère en tout cas, que ce format vous a plu. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires sur, Oui. les différents réseaux sociaux, Instagram, Facebook, X, également sur le Discord communautaire. N'hésitez pas à nous faire vos remarques et ce sera avec plaisir de nous dire si ça vous a plu, si, arrêtez tout, en tout cas, ce conseil de classe parce qu'on a encore plein de bonnes idées à venir. Donc voilà, écoutez, pour moi, ce fut un plaisir ce premier conseil de classe et puis je vous dis, à très vite. Passez une, bonne journée si vous écoutez en journée et une bonne soirée si, c'est en soirée. Voilà. Jérém. À bientôt, Julien. Ben, merci à tous de nous avoir écoutés. Et comme a dit Julien, voilà, donnez-nous le plus d'avis. Plus on a d'avis, plus on va pouvoir étayer et construire ce conseil de classe qui, moi, j'ai pris du plaisir à le faire et à le travailler avec Julien. Et je pense que c'est un très, très bon format. Voilà. Portez-vous bien. Je vous souhaite un beau week-end si vous l'écoutez ce week-end ou une très bonne semaine pour la semaine prochaine. À bientôt. Salut. Ciao. Ciao.